Voilà, nous allons enchaîner. On reviendra peut-être vers vous tout à l'heure si le temps le permet avec Enzo Gallet. Vous êtes étudiant en droit, Enzo, c'est bien cela. Et alors déjà, d'une manière générale, nous parlons des jeunes, donc nous allons donner la parole à des jeunes, et particulièrement à des jeunes qui s'intéressent à l'Europe, se préoccupent de l'Europe, ont des remarques, des attentes à formuler. On est dans le cadre d'une séquence qui a été montée par une structure, donc partenaire, fondateur du Parlement rural, les maisons familiales rurales. Le président est ici, je l'ai aperçu, le président Ravon est ici. Nous le saluons et nous le remercions comme d'habitude. Il est discrètement au milieu de la salle. Ses collaborateurs, dont Brigitte, ont participé à tout ce travail de réflexion, tout ce travail pédagogique qui a été fait avant. Donc, Enzo, vous étiez le délégué Provox. Vous allez nous dire, délégué en 2021, ce qu'est Provox. Mais l'idée Provox, derrière tout ça, l'idée, c'est que vous êtes, et je pense tous les jeunes qui sont ici, convaincus que vous avez une voix à porter. On parle beaucoup de politique publique, c'est la règle, on parle beaucoup des institutions, mais vous avez une voix à porter auprès de ces décideurs. Comment vous la portez? Quelles sont les embûches? Et est-ce qu'il y a à l'échelle européenne, est-ce qu'il y a des cadres de dialogue? Est-ce que ça va assez loin? Ça sera d'ailleurs un peu la même question que je poserai à tous. Enzo. Merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui. Je suis vraiment très honoré d'être là, donc un grand merci. Alors effectivement, d'abord 2 points pour mon développement. Que je vais développer, enfin voilà, mon développement. Et le plan de droit, c'est toujours en 2 parties. Hein. 2 parties, 2 sous-parties. Oui, et puis... Hein, pas de souci. Voilà, très bien. Tout d'abord, je pense ici qu'on est tous un peu convaincus de l'idée selon laquelle la décision la plus pertinente, la plus adaptée, c'est celle qui est prise à l'échelon qui va concerner les gens qui vont pardon, je cherche mes mots, qui vont être dépendants de la politique publique. Et donc, il me semble que sur la jeunesse, c'est particulièrement pertinent de faire les choses à un échelon assez bas. D'ailleurs, on est en France, il faut quand même souligner que c'est assez inédit dans l'Europe. En général, la politique jeunesse, l'éducation, c'est toujours pris à des échelons inférieurs. Donc ça, c'est vraiment très particulier en France. Et je pense que ce serait bien plus pertinent de développer des infrastructures, des politiques publiques à des échelons inférieurs. Voilà. Le deuxième point, c'est, je pense aussi que les jeunes, merci beaucoup, ont vraiment un mot à dire sur la manière dont est construite la politique. On parle souvent de déconnexion entre les élus et la population. Bon, pour les jeunes, il s'agit vraiment d'autre chose, c'est-à-dire que ceux qui construisent la politique ne sont, plus jeunes. Par jeune, j'entends peut-être il faudrait que... Je ne voudrais bien sûr vexer personne. Ce que j'entends par jeune, c'est des situations, par exemple, de dépendance vis-à-vis de la famille, des gens qui sont des adolescents, voilà, donc, bien sûr, je ne cherche à froisser personne. Voilà, je pense du coup qu'ils ont vraiment un mot à dire sur comment est-ce qu'on construit la politique. Bon, il existe encore quelques dispositifs. Hein. Par exemple, je sais que les TER, il y a des collectifs des usagers que les régions vont réunir. On s'adapte sur les horaires, etc. Bon, je pense que ça peut quand même aller plus loin sur la politique jeunesse. Voilà, ça, ce sont mes 2 points. Et après, c'est vrai qu'en France... il n'y a du coup ni la place dans les collectivités territoriales, il n'y a pas la place pour faire une politique jeunesse ambitieuse et les jeunes n'ont pas non plus leur place pour parler de ça. C'est autre chose au niveau européen. Alors bien sûr, l'Union européenne n'a pas de compétences exclusives sur la jeunesse. C'est que des compétences subsidiaires en quelque sorte et même pas. C'est-à-dire... bien sûr, l'Union européenne va créer du droit qui concerne la jeunesse, mais les pays membres n'ont pas obligation de la suivre. Et dans la manière dont est construite cette politique jeunesse au niveau européen,
Alors, c'est pas le Parlement européen qui s'en occupe, mais le Conseil de l'UE. Alors, je ne sais pas si tout le monde est au point sur les instances de l'Union européenne. Voilà, il y a 2 organes qui vont faire la législation. C'est le Parlement européen et le Conseil de l'UE, dont la France a d'ailleurs la présidence en ce moment. Elle est composée, par exemple, c'est organisé par commission, et il se trouve que pour les jeunes, c'est les ministres de l'Éducation ou les secrétaires d'État à la jeunesse ou ministres de la jeunesse qui se réunissent, et ils vont travailler pour parler de la jeunesse et sortir des recommandations. Ce qui se passe, comment est construite cette politique? En fait, il y a un processus où les jeunes participent. J'ai fait partie de ce processus. Alors, c'est organisé par le Conseil de l'UE. Chaque présidence, enfin voilà, il y a les présidences aussi qui tournent tous les 6 mois, on change de présidence. Effectivement, moi j'ai fait partie des 3 dernières présidences avant, donc il y a eu l'Allemagne, le Portugal et la Slovénie. Et ces pays, ils organisent du coup des conférences sur la jeunesse où des jeunes sont conviés. Et du coup, j'étais là pour représenter du coup une fédération d'associations de jeunesse dans ces conférences, et on va réfléchir à comment est-ce qu'on construit les politiques de jeunesse. Alors, il y a des thèmes qui sont choisis. Il se trouve que ceux en ce moment que la France a choisi, c'est sur l'inclusion et sur l'écologie. Voilà, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux jeunes et qui est vraiment quelque chose dont il faut parler, bien entendu. Et donc, du coup, on travaille sur des résolutions, et après, on est en contact avec des décideurs politiques, des ministres et la commissaire européenne. Et ce qu'on a fait est quasiment mot pour mot, en fait, retrouvé dans le droit européen qui est produit. Bon, ça n'a pas d'effet, mais ce n'est pas très grave, parce que, bon, je pense que ce serait un peu en contradiction avec mon premier point. Je vous ai dit que je pensais que les décisions prises, qu'il fallait prendre les décisions à un échelon inférieur. En fait, je pense qu'il faut bien sûr adapter, qu'il faut qu'il y ait des grands principes qui soient définis, des libertés, parce que les jeunes, ils n'ont pas les mêmes droits partout en Europe, et là-dessus, il y a sans doute des progrès à faire. Et donc, du coup, il faut l'Europe pour les défendre. Il faut qu'il y ait l'Europe, bien sûr, qui soit là pour les défendre. Mais du coup, voilà, ça c'est ce processus qui existe au niveau européen. Et je pense qu'en France, il devrait être tout à fait développé, parce qu'il y a beaucoup de... Voilà, sur les infrastructures, etc. C'est ce que j'ai dit au premier point. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses dans lesquelles les jeunes ont des mots à dire. Et donc, en France, il n'existe pas grand-chose. Et nous, ce qu'on aimerait bien voir apparaître, voilà, c'est un dialogue au niveau régional. Voilà, ça c'est un peu notre grande idée. Bien sûr, on ne va pas refaire la France et sa construction, etc. Mais ça me semble quand même important que certaines décisions soient prises à un échelon. C'est un projet d'émancipation aussi, parce que on a eu l'occasion de faire participer des jeunes de MFR, du coup, à ces projets-là. Et voir des jeunes qui prennent la parole publiquement, qui s'adressent à des élus, c'est un vrai projet d'émancipation. Hein. Ça c'est certain. Ils ont peut-être, ils ont pas. Je pense pas qu'ils aient eu l'opportunité avant de s'exprimer. Même on travaille sur du plaidoyer. C'est vraiment une grande découverte pour eux. Et je pense que pour le futur, c'est une sacrée expérience, et qui leur apportera beaucoup et qui les émancipera. Voilà. Est-ce que c'est bon? Mais si vous avez autre chose, vous le dites. Sinon, on pourra reprendre. On va enchaîner avec votre voisine. Merci Enzo. Alors, Manon Rousselet-Paillet, vous vivez à Bruxelles. Vous êtes une Jurassienne qui a fait ses études à Sciences Po Lyon, et vous étiez engagée dans le mouvement de la jeunesse catholique, et là vous travaillez pour le mouvement international de la jeunesse agricole et catholique, où vous suivez les questions qui nous réunissent aujourd'hui. Votre propos, on l'a bien vu, Enzo nous a dessiné le tableau de son engagement dans le cadre de Provox. Je souhaiterais que l'on aille un peu plus loin, mais en vous posant une première question. Est-ce que la jeunesse, très franchement, fait partie des discussions, des débats actuels
à l'échelle européenne, même si on a bien compris, Enzo nous amenait vers ces définitions, qu'il y a les différentes instances. Mais si je vous pose cette question, est-ce que cette thématique n'est pas absente finalement ? Je ne sais pas si elle est absente ou peut-être trop segmentée par rapport à d'autres. Enzo a parlé de son expérience. On est en 2022, c'est l'année européenne de la jeunesse. On a le Forum européen de la jeunesse qui offre beaucoup d'occasions pour les jeunes de participer, que ce soit à Bruxelles ou même en local. Il y a un portail internet qui leur permet de découvrir un peu les options qu'ils ont pour ça. Il y a en 2023, comme ça a eu lieu il y a un an, à Strasbourg se tient un grand événement aussi pour la participation des jeunes. Donc il y a beaucoup d'espace. Et pour les jeunes ruraux spécifiquement. Et pour les jeunes ruraux, en fait, ce qu'on propose au MIJAR, que le MIJAR qui travaille comme une organisation dite parapluie, on regroupe des organisations rurales, de jeunesse rurale à travers 16 pays de l'Europe, pas nécessairement de l'Union européenne. On essaie de former les jeunes à la participation démocratique, à la participation politique, sur des sujets qui les concernent, qui sont donc liés à la ruralité, qui sont liés à l'agriculture. Ce qu'on observe, c'est que, et en fait on n'est pas les seuls à l'observer, la Commission européenne, il y a peu de temps, nous a invité la DG EAC, donc en charge des questions d'éducation, de sport et de jeunesse, nous a invités par ce qu'ils ont réalisé en regardant les participants aux activités mises en place par l'Union européenne, les participants au programme de l'Union européenne, que les jeunes ruraux étaient les grands absents. Tous les jeunes qui participent étaient très majoritairement issus de milieux urbains. Et ils se sont dit, bon, on va lancer une étude pour essayer de comprendre quels sont les obstacles à cette participation. Donc on a été plusieurs organisations de jeunesse à être invitées séparément à venir apporter notre expertise sur cette question. Là où possiblement il y aurait des pistes d'amélioration, c'est rien qu'en fait cet exemple, cette étude, elle vise à identifier les obstacles. Nous, en tant qu'organisation de jeunesse, on s'est proposé pour en fait, travailler avec la Commission européenne pour aider à cette étude. On a des jeunes en milieu ruraux, on travaille avec eux, on fait des activités avec eux. Nous sommes des jeunes issus de milieux ruraux. Et en fait, on nous a dit que non, l'étude allait d'abord être conduite on allait donner la responsabilité de cette étude à un cabinet de consulting qui va conduire cette étude, et notre rôle à nous serait plutôt un travail de relecture à différentes étapes pour apporter un peu notre regard et dire si oui ou non on a l'impression que cette étude est en train de partir dans la bonne direction. Vous êtes en train de nous dire que les cabinets de consultants, qui pourraient avoir un nom qui est dans l'actualité, travaillent à la place de l'association, et vous êtes en train de le regretter. Je le regrette, oui. Complètement. Alors après, il y a ça soulève différentes problématiques, et je ne rentrerai pas sur la question de mon point de vue sur les entreprises de consulting. En revanche, là où il y a véritablement quelque chose, c'est qu'on est on est en contact avec les jeunes, et on est en capacité non seulement d'identifier les obstacles parce qu'on les vit et qu'on les voit, mais aussi en fait pas seulement d'être dans une observation de ces obstacles, mais aussi d'être capable d'apporter des solutions. On est capable de mettre en place ces solutions. On est animé par une identité d'éducation populaire où on apprend entre nous, où on se forme ensemble et où on agit ensemble. On est dans cette capacité-là. Ce dont on a besoin, c'est des moyens. Et quand je parle de moyens, et je pense que c'est le message clé que j'aimerais faire passer, on ne parle pas d'un besoin d'adulte encadrant. On parle de besoins financiers, évidemment. On est beaucoup d'organisations de jeunesse en ce moment à se réunir et à réaliser qu'il y a beaucoup de demandes de subventions qu'on fait et qu'on n'obtient pas parce qu'on est des petites organisations et que ces subventions-là partent plus facilement pour des plus grosses structures qui font un travail qui est essentiel. Mais on propose d'autres modèles aussi. Et puis, et qu'en fait, oui, c'est ça, c'est qu'on est les principaux concernés, on est les jeunes issus de milieux ruraux qui ne participons pas assez, en tout cas, à ce que l'Union européenne offre.
Et on a quelque chose à dire, on a quelque chose à faire sur ces questions-là. Et on aimerait qu'on nous donne les moyens aussi de participer à ce processus-là. Est-ce que, même si ça n'est qu'un aspect, est-ce que dans des programmes comme Erasmus+, on va chercher les jeunes ruraux ? En tout cas, c'est l'ambition de la Commission européenne. C'est l'ambition de la Commission. Je le nie absolument pas. Mais dans les faits, en pratique, c'est difficile pour des questions d'accès au transport, pour des questions d'accès à l'information, pour des questions d'accès à l'éducation, pour des questions de priorité aussi. Quand on observe le taux de chômage en milieu rural comparé chez les jeunes, comparé au taux de chômage en milieu urbain, on se doute que les jeunes ont d'autres priorités à l'heure actuelle que celle de participer à des programmes Erasmus+ aussi, ce qui est assez compréhensible. Après, on a des cas de figure extrêmement différents selon les pays membres aussi. Mais oui, on ne peut qu'encourager la Commission européenne et les institutions européennes de manière générale à aller chercher les jeunes issus de milieux ruraux. Nous-mêmes, on leur offre cette opportunité de faire du plaidoyer, de participer à l'aide de commissions, ils participent à la rédaction de nos position papers, etc. C'est autant d'opportunités dont on se félicite qu'elles existent, mais c'est sûr que ça ne viendra pas sans donner aussi des infrastructures et des accès aux services et aux moyens pour que les jeunes puissent aussi faire eux-mêmes à l'échelon local. Manon, quand vous étiez adolescente et que vous étiez dans votre MRJC dans le Jura, est-ce qu'on parlait d'Europe ? Très peu. Très peu. C'était pas un sujet. Manière de dire, on n'est pas là pour juger, mais manière de dire que c'est aussi une thématique sur laquelle on ne prépare pas forcément les jeunes. C'est pas propre à votre association. Non, c'est pas propre à notre association. Je pense qu'on a beaucoup cette idée pour les personnes qui sont réunies aussi de parler de citoyenneté européenne, de participation des jeunes. Un sentiment de citoyenneté, ça vient aussi, ça découle d'un sentiment d'appartenance. Il est évident que pour des jeunes qui vivent dans des milieux où ils se sentent déjà déconnectés de l'échelon national, ça va être difficile d'avoir l'ambition d'être rattaché à un échelon plus large encore. Le sentiment d'être parfois abandonné et laissé de côté sera certainement plus un facteur qui va les rassembler à l'échelon local qu'à l'échelon européen. Un sentiment de citoyenneté, ça découle d'un sentiment d'appartenance. Ben voilà, c'est une des phrases fortes de ce matin. Merci Manon. On enchaîne avec Valérian. Vous êtes aussi de la même boutique, MRJC, mais vous avez une activité professionnelle, vous, à l'UNADEL, qui est l'un des membres fondateurs du Parlement rural avec son président Claude Grivel. Et vous êtes donc engagé vous allez nous dire ce que c'est, dans Fabrique du monde rural, dans le suivi et l'accompagnement, avec notamment ces espaces de coworking. Oui, merci. Donc oui, je suis à la fois administrateur national du MRJC, sur les questions de ruralité et de tiers-lieux en milieu rural, mais aussi chargé de mission à l'Union nationale des acteurs du développement local. Et j'excuse Claude qui n'a pas pu être présent aujourd'hui. Ça rentre pas mal en écho avec ce qui a été dit avant. En fait, au niveau du MRJC, on s'organise entre jeunes de 13 à 30 ans. On s'organise collectivement. Et on mène des actions par les jeunes, pour les jeunes. Et donc c'est pour nous la meilleure façon de donner la place aux concernés. Et en fait, quand on grandit en milieu rural, on se rend assez vite compte, on parle ici de déruralité, on se rend assez vite compte qu'il y a aussi des jeunesses. Et en milieu rural, on se rend vite compte des inégalités qu'il y a entre les différents jeunes. La plupart des jeunes du MRJC se rendent compte quand ils montent dans les études supérieures, ils sont contraints d'aller sur le pôle universitaire le plus proche. Et puis il y a une partie de leurs camarades qui ne les suivent pas. Il y a ceux qui restent. À l'inverse, ceux qui restent doivent voir ceux qui partent revenir les week-ends chez leurs parents, et c'est tout. Puis quand on arrive en ville, pour les jeunes du MRJC, on se rend compte que tous les jeunes n'ont pas eu la même chance. On n'a pas eu tous le même niveau d'accès aux services, d'accès à l'offre culturelle,
et j'en passe. Et donc voilà, au niveau du MRJC, nous, on cherche à prendre conscience de ça, à s'organiser collectivement et puis à changer la donne, à agir localement pour trouver des solutions collectives à ces problématiques-là. Aujourd'hui, on voit que les solutions qui nous sont proposées, elles sont plutôt au niveau individuel. Les jeunes n'accèdent pas à la culture, on leur propose un chèque. Est-ce que la librairie du coin a fermé? Ça, on s'en fout. Les jeunes ont du mal à trouver leur orientation, on leur propose du mentorat individuel. Les CI, les centres d'information d'orientation peuvent bien fermer, il y a des mentors. Sur la question de la mobilité, on en a parlé juste avant, on nous propose des véhicules électriques à moins d'€1 par mois ou je ne sais plus. Donc on est sur des solutions individuelles. Nous, pendant les présidentielles, pendant la campagne, on a proposé plutôt l'ouverture de 3 lignes de petites lignes de TER par département d'ici la fin du quinquennat. Voilà, c'est une solution davantage collective. Alors, il y a quelques élus qui sont dans la salle qui y avaient quand même un peu pensé et qui avaient même travaillé, qui parfois ont bloqué des gares, sont montés voir des patrons de la SNCF, voilà. Complètement. Et je les en remercie. Quand ils étaient jeunes. Et donc, pour arriver sur les fabriques du monde rural, ces tiers-lieux qu'on cherche à construire en milieu rural, en fait, il y a 7 ans, on s'est donné un pari fou. On voulait aller plus loin dans notre action. On avait conscience des problématiques des milieux dans lesquels on vivait. Et donc on s'est dit, voilà, on va créer des lieux. À l'époque, les tiers-lieux, ça existait à peine. On va faire des fabriques du monde rural qui vont pouvoir montrer ce que notre vision du milieu rural et ce que l'on souhaite pour nos territoires et nos campagnes. Et donc des lieux qui peuvent répondre à nos besoins, répondre aux besoins du territoire. Donc c'est des lieux qui s'installent dans des territoires qui ne sont pas choisis au hasard. Il y a un collectif local de jeunes qui est prêt, motivé pour monter ces lieux-là et qui réalise un diagnostic de territoire pour que ce lieu soit à la fois en réponse aux besoins des jeunes, mais aussi à l'ensemble des habitants du territoire. Donc c'est des lieux, on cherche à construire dans ces lieux-là des propositions culturelles, des propositions d'animation à destination des jeunes et des familles. On voit aussi, on cherche aussi à créer de l'activité. On peut dire que c'est des espaces portés par les jeunes eux-mêmes, ça. C'est des espaces qui sont portés par les jeunes eux-mêmes, à la fois par le collectif local, mais aussi par l'ensemble du mouvement du MRJC, par du coup l'ensemble des jeunes ruraux de notre association. Et donc dans ces lieux, de la création d'activités, les questions agricoles, on en est on est très préoccupé par ces questions-là. On cherche à développer des espaces tests agricoles dans ces lieux aussi, ou encore des logements passerelles pour permettre à des jeunes de s'installer en rural. Et puis finalement, derrière toutes ces propositions, c'est la question du lien social. On cherche à proposer, à animer ce lien entre les jeunes et les vieux, entre les riches et les pauvres, entre les hommes et les femmes de nos territoires. Et donc on cherche, parce qu'on parle de fracture souvent, mais voilà, nous on est au quotidien à chercher à répondre à ces questions-là, dans un contexte où la question du lien, la question de l'animation humaine, en fait, elle est délaissée. Là, c'est un peu ma casquette Unadel qui reprend le dessus, mais localement, dans un territoire, quand on cherche à créer justement un projet de territoire, à faire le lien entre les entrepreneurs, les associations, les élus, les agents des collectivités, tout ça, c'est des relations. Et les métiers de la relation aujourd'hui sont soit supprimés, soit dévalorisés. Et donc, nous, on agit là-dessus. Est-ce que pour vous, déjà, l'idée de prendre la parole, faire prendre la parole aux jeunes, c'est permettre de les rendre acteurs? Oui, complètement. Nous, on a au niveau du MRJC et de l'Action catholique le voir, juger, agir. Mais du coup, c'est prendre la parole, certes, ça permet
prendre, d'affirmer des positions, etc. Mais nous, on dissocie. On a toujours une dimension collective. Notre parole, elle est construite à plusieurs, et on articule toujours la parole et l'action. On n'est pas là juste pour discuter. Et on agit collectivement sur le terrain. Et tout ça pour défendre un peu notre vision du milieu rural. C'est celui d'un milieu rural qui soit vivant, dans lequel on puisse, alors c'est un slogan qui a sans doute 3 fois mon âge, mais qu'on puisse vivre, travailler et décider au pays. Et quand je parle de travailler, et je salue Unicité qui fait un travail important, mais quand je parle de travailler, je parle tout de même pas de ces sous-emplois que sont les services civiques et qui sont émancipateurs au niveau individuel, mais qui, au niveau sociétal, sont là pour pallier à la destruction d'emplois dans le service public et la difficulté de financement de nos associations. Donc voilà. Et quand je parle de décider, c'était un peu le dernier point que je voulais aborder, c'est finalement la question de la place des jeunes, de la parole des jeunes, que ce soit au niveau local comme européen. Ça interroge, c'est une question démocratique en fait. Et ça interroge notre démocratie au niveau sociétal, mais ça interroge aussi la démocratie dans chacune de nos organisations. Quelle place on fait, quelle place on laisse aux jeunes aujourd'hui, et plus largement aux minorités qui ont des choses à dire, qui sont concernées par énormément de nos sujets et qui ont besoin que l'on cesse de penser à leur place, les politiques qui vont avoir un impact sur leur vie. Et donc, comment on fait confiance et on fait la place à ces concernés. Même si la question ne concerne pas directement le cadre européen, mais quand on est jeune rural et qu'on travaille avec des jeunes ruraux, est-ce qu'on ressent, est-ce que de leurs propos, de leurs analyses, émerge une critique d'un centralisme des décisions pour la jeunesse, d'une jeunesse pensée et vue par des métropolitains ? C'est difficile de généraliser. Comme je le disais, il y a plusieurs jeunesses en milieu rural. Au MRJC, on vit, on fait partie globalement des jeunes qui ont la chance de pouvoir réaliser des études, bien souvent la chance de pouvoir vivre un Erasmus, un semestre à l'étranger. Et derrière, on vient, grâce à notre action collective, et notre conscientisation collective, on fait le choix derrière de se réinvestir en milieu rural. Et on voit bien, oui, en effet, toutes les représentations du milieu rural et des jeunes en général, du milieu rural en général. Alors des jeunes ruraux, voilà, ces représentations-là, on les subit, on cherche au quotidien à les déconstruire. Et en effet, oui, aujourd'hui, la compétence, les régions ont le chef de file sur les compétences jeunesse. C'est difficile en tant que jeunes ruraux de pouvoir influencer sur ces politiques-là. Merci Valérian. On enchaîne avec David Seignobos, qui est, oui, on peut vous applaudir. David, vous êtes jeune, mais peut-être encore un peu moins jeune que vous êtes professionnellement directeur d'un centre de vacances en Haute-Savoie, et puis vous êtes aussi complètement dans le sujet puisque vous êtes président d'une maison familiale rurale, celle de Mondy dans la Drôme, et vous avez participé avec des jeunes de DMFR aux différents événements européens, donc de consultation justement de la jeunesse. Alors là, comment ça s'est passé ? C'était une remontée, tout ça a été travaillé. On aura tout à l'heure 2 élèves d'une MFR qui viendront nous expliquer comment elles ont travaillé. La consultation a été large, la remontée a permis de conserver toutes les sensibilités. Alors, déjà bonjour à tout le monde.
C'est difficile de passer en dernier parce qu'on a envie de rebondir sur plein de choses qui ont été dites, parce qu'on se rend compte sur des tables rondes comme celle-ci que nos missions aux uns et aux autres se complètent vraiment très très bien, puisque les MFR sont aussi des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire, donc je pense qu'on se retrouve pas mal sur les valeurs. Donc eh bien, c'est vrai qu'on est parti un petit peu sur ce dispositif. Comme le disait tout à l'heure Enzo, il y a peu de dispositifs en France qui existent pour que les jeunes puissent participer à des politiques, à la construction, à la co-construction des politiques publiques qui les concernent. Donc dans ce cas-là, s'il n'existe pas de dispositif en France, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait tous? On se tourne vers les dispositifs européens. C'est ce qu'on a fait nous aussi du côté des MFR, du coup. Notamment donc en participant à la conférence européenne de la jeunesse. Donc, comme le disait tout à l'heure Enzo, donc là, on est sur un cycle de dialogue structuré qui va durer 18 mois, qui a commencé au mois de janvier, qui prend en compte en fait 3 présidences. La présidence française là, pour les 6 mois, donc jusqu'au mois de juin. Ensuite, ça passe à la Tchéquie. Et puis, ça se termine ensuite avec la Suède. Donc sur ces 18 mois, on est sur un dialogue structuré. Donc le dialogue structuré, c'est tout simplement mettre en place un dialogue entre les décideurs politiques et les jeunes européens sur les politiques qui les concernent, donc sur les politiques jeunesse. Et donc là, plus spécifiquement, sur ce cycle-là, Enzo l'a rappelé tout à l'heure, on est sur une thématique durable, une Europe plus verte et plus durable, et également une Europe plus inclusive. Donc, on a embarqué nos jeunes de MFR, effectivement, donc les MFR de Dromardèche notamment, qui ont été bien présentes dans ce dispositif. On a amené 4 jeunes de la MFR de Mondy, de Bourg-de-Péage, 4 jeunes de la MFR d'Anneyron. On aurait aimé emmener davantage de jeunes, mais là c'est un petit peu pareil. Je rejoins le manque de moyens, le manque de moyens financiers qui ne permettent pas forcément de pouvoir se déplacer avec une classe entière. Cela dit, nos jeunes ambassadeurs ont pu participer donc, aux travaux de la conférence européenne de la jeunesse en janvier donc à Strasbourg, sont revenus dans leur classe et les travaux se poursuivent aujourd'hui entre les 2 classes, entre les 2 MFR. Il y a beaucoup d'échanges, des événements qui continuent. On va préparer un festival qui va avoir lieu la semaine prochaine dans nos MFR respectives, justement pour faire un coup de projecteur en fait sur toutes ces initiatives. Donc ça aura lieu la semaine prochaine à la fois à Mondy et à Anneyron, mais aussi dans d'autres MFR, puisque on a plus de 400 MFR en France. Donc il y a d'autres MFR aussi dans les Vosges, et même à La Réunion, qui participe aussi à ce cycle de dialogue structuré. Donc on va tous faire des événements un petit peu locaux dans nos MFR, justement en lien avec des politiques, en lien avec des eurodéputés, en lien avec des conseillers municipaux, départementaux. Les jeunes sont porteurs de propositions et ça va être le moment justement où les jeunes vont pouvoir expérimenter aussi ce dialogue avec les décideurs politiques. On a déjà eu cette occasion à Strasbourg. C'est une vraie expérience. Permettre à nos jeunes d'entrer dans le Parlement européen, c'est une vraie expérience. En plus, on l'a fait, il y avait un Premier ministre juste avant nous et un après nous. Alors c'est la grande classe pour puis là, les jeunes. vous vous exprimez aujourd'hui à côté d'un vice-ministre venu spécialement de Lituanie pour vous. Alors voilà, ça m'arrive pas tous les jours, par exemple, ce genre d'expérience. De pouvoir effectivement échanger avec des eurodéputés, nos jeunes de territoires ruraux, c'est pareil, c'est des expériences qui n'arrivent pas tous les jours, effectivement, et qu'on leur fait vivre. Donc ça, c'est fantastique. Au-delà du dialogue, je pense que c'est important, effectivement, de dire que la citoyenneté, c'est aussi être acteur. C'est ce qu'on essaie de mettre en place à beaucoup plus petite échelle sur notre MFR. On n'a pas la prétention de faire du dialogue structuré européen, mais au niveau local, on essaie de mettre en place une commission jeune, un conseil de jeunes au sein déjà de notre établissement, pour que les jeunes puissent participer à la vie de la MFR, comment on améliore les choses. David, votre MFR est spécialisé, je crois, dans l'environnement. Alors oui, nous, on est sur les métiers de la nature, de la 4e au BTS.
belle thématique d'actualité et préoccupation des jeunes. Est-ce que ça, vous la travaillez, vous ressentez cette préoccupation des jeunes? Ils ont été en mesure de la transposer, de se projeter sur l'espace européen là-dessus? Alors complètement. En fait, on est parti d'un constat, notamment au sein du conseil d'administration de la MFR, hein, puisqu'on est association loi 1901, donc on a des bénévoles, hein, qui sont présents. Et il y avait un peu une perte de sens déjà au sein du conseil d'administration. Parce que bon, on passe beaucoup de temps en CA sur des budgets, sur des ressources humaines, etc. Mais finalement, on voit très peu les jeunes de nos établissements. Voilà, on est tous bénévoles, on a tous un travail à côté. Donc souvent, nos réunions, c'est le vendredi soir, une fois que les jeunes de la MFR sont partis. Et les jeunes eux-mêmes ne nous connaissent pas. Hein, ils vont connaître leur moniteur, mais ils ne vont pas forcément avoir conscience qu'il y a aussi des décideurs au sein même de la MFR. Donc déjà, ce qu'on a mis en place, c'est ça. C'est cette commission jeune qui permet aux jeunes de la MFR de pouvoir rencontrer les administrateurs et qu'il y ait un dialogue qui se fasse, en fait, déjà. Vraiment au niveau très hyper local. Mais le dialogue, c'est bien. Mais là où on en est pour l'instant dans l'expérimentation de ce conseil de jeunes, c'est comment on écoute. Bon, l'écoute, ça y est, elle est en place. Comment on prend en compte. Et je me rends compte que maintenant en CA, les propositions qui ont été faites, on les discute. Donc la prise en compte, elle est bien présente. Mais au-delà de ça, comment on agit après. Donc l'étape suivante, c'est comment on passe de la prise de décision à l'action concrète, en fait, pour améliorer les choses. Donc là, on en est là pour l'instant. On en est sur ce passage de la deuxième phase de prendre des décisions à comment on rend aussi les jeunes acteurs et à agir finalement pour progresser, bien sûr, dans nos pratiques. Merci. Merci David. Je vais demander à Shaina et à Camille de nous rejoindre, ainsi qu'à leur enseignante, Madame Samier. Venez avec nous. Voilà, on va... Madame, Mesdemoiselles. Là, on est en direct. Ce sont non plus des moyens jeunes, mais des vrais... Allez-y. Bien, vous allez peut-être nous dire, Madame Samier, comment c'est passé, puisque vous avez organisé pour préparer cette conférence de la jeunesse, si j'ai bien compris, auquel il y a eu quelques représentantes qui sont allées à Bruxelles, mais pas les deux jeunes filles. Mais comment vous avez fait un travail pédagogique en amont? Autour de ce thème. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc moi je suis Annie Samier, je suis formatrice à la Maison familiale rurale d'Anneyron. Et avec certains de mes élèves, et plus spécialement une classe, dont les deux jeunes filles qui sont à côté de moi sont les dignes représentantes, on a décidé justement de donner un petit peu la parole à ces jeunes, de voir un petit peu ce qu'ils avaient à dire. Ils ont l'habitude de vivre, de grandir, d'être éduquées, d'aller à l'école et puis de travailler, parce qu'après elles se présenteront et elles vous diront effectivement sous quel statut elles sont présentes à la maison familiale rurale. Et bien justement dans un milieu rural, et que c'est pas parce qu'on grandit, parce qu'on travaille, parce qu'on va à l'école dans un milieu rural, qu'on n'a pas des choses à dire sur notre environnement local, national et puis également européen. Donc, dès que l'idée du dialogue structuré européen est arrivée jusqu'à nos oreilles, eh bien, nous, à Anneyron et puis à Mondi, on a décidé de se saisir, en fait, de cet espace-là pour que nos jeunes puissent avoir la parole et, du coup, se disent, on existe. On est là, on a des choses à dire, on a des propositions, on a aussi des questionnements, mais du coup, on n'existe pas que dans notre petit territoire. On va essayer de faire quelque chose en lien avec l'Europe. Donc voilà la base. J'ai été trop longue déjà. Non, c'est parfait. Je suis toujours trop longue. Alors, comment ça s'est passé? On va leur demander. Camille. Oui. Alors, vous parlez au public, pas moi. Voilà, comment ça s'est passé? Vous avez débattu, vous avez réfléchi sur l'Europe, vous avez fait des propositions? Oui, du coup, on était avec la classe justement de la MFR de Mondi. Et on est avec eux pour le projet, du coup. Et t'inquiète. Et je sais sur votre classe, est-ce que vous avez fait dans cette
Nous, du coup, on a pu rencontrer la MFR de Montdy, donc on a pu se déplacer là-bas pour voir eux ce qu'ils en pensaient, enfin pour échanger quoi. Et pareil, ils sont venus nous voir aussi à Néron, du coup. Et vous en pensiez la même chose? Ouais, oui. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce que tu en penses de l'Europe, toi? Bon, allez, oui, passe. Shaina, on va demander. Vous aviez pris des notes, Shaina, j'ai vu. Oui, alors... Allez, vas-y. Oui, attendez. C'était quoi la question déjà? Qu'est-ce que vous avez dit sur l'Europe? Qu'est-ce que tu retiens de cet échange, de ce débat? Ce que je retiens de l'échange, c'est que on avait parlé d'une Europe plus verte, plus durable et plus inclusive. Donc, c'est-à-dire plus d'endroits pour les jeunes, déjà pour plus de rencontres. Super. Ah, c'est pas ça, si? Mais si, mais Je sais pas. c'est génial. Donc, plus d'endroits pour les jeunes, pour qu'ils puissent se rencontrer. Plus de transport aussi, donc, dont ils ont tous déjà parlé. Donc, parce que moi, en tout cas, je me déplace en scooter. Et par exemple, je travaille en alternance, donc je travaille. Et pour aller au travail, je dois y aller en scooter. Et j'aurais préféré y aller en bus ou en métro ou quoi. Mais oui, il n'y en aura pas, hein, mais bon. Et du coup, ouais, c'est pas très pratique. Parce que je mets 20 minutes en scooter. Enfin, 25 minutes. Voilà, la question des mobilités qui est évoquée. Et donc la question environnementale, la question d'un avenir durable et d'une société inclusive. Ça, je pensais plutôt, par exemple, entre nations, par exemple, s'entendre mieux, être plus ensemble. Enfin, c'est ce qu'on a débattu, c'est ce qu'on a parlé, du coup, avec les autres classes. Voilà. Et pour vous, ça a été riche, ce temps de dialogue? On a appris des choses, ouais. Ça nous a fait aussi comprendre des choses parce qu'on a pu regarder des vidéos. On a pu aussi, du coup, communiquer avec des personnes du Togo. On a pu faire des visios. Et du coup, ouais, ça nous a enrichis en quelque sorte. Et alors, vos camarades qui étaient délégués, qui ont eu la chance d'aller à Bruxelles, vous ont fait un compte-rendu? Ouais, ils nous ont fait un diaporama, enfin un PowerPoint. Et du coup, ils nous expliquaient où ils sont allés, ce qu'ils faisaient. Et, c'était super intéressant, du coup. Et vous vous sentez plus, toutes les deux, et je pose la même question, Camille, européenne? On parlait tout à l'heure du sentiment d'appartenance. Je crois que c'est Manon qui disait que le sentiment de citoyenneté, ou la citoyenneté même, venait à partir du sentiment d'appartenance. Vous vous sentez européenne? Oui. Camille? Bon, on va arrêter de les torturer. Hein. Parfait, on peut les applaudir. Voilà. Merci Shaina, merci Camille. Pour qu'on respecte le timing, merci madame, merci messieurs. On peut applaudir les participants, monsieur le vice-ministre. Voilà, je vous invite à rejoindre la salle. Donc, j'invite Michel Fournier, un jeune, le président de la puissante Association des maires ruraux de France, à nous rejoindre, non pas pour conclure, le temps de la conclusion n'est pas venu, je vous donnerai quelques renseignements pratiques ensuite, mais Michel Fournier, en tant que membre éminent du Parlement rural français et aussi acteur de cette journée, s'exprime. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, moi, je vais essayer aussi de parler jeune parce que j'ai compris qu'il fallait le faire. Donc, du coup, chers amis, merci. Je voudrais remercier. Je ne suis pas là pour conclure, hein, on est bien d'accord. Je suis là simplement pour vous adresser un message de fin de matinée. Et je dis donc que merci vraiment de cette belle initiative aux organisateurs. Aux organisateurs de l'équipe du président Patrice Joly et du secrétaire des Nouvelles Ruralités Bernard Delcros, qui sont bien entendu quand même la cheville ouvrière au départ. Donc on sait que demain on t'accueille Bernard également de notre
lors de nos travaux à l'Assemblée générale, puisque l'Assemblée générale des maires ruraux se déroulera demain, la journée de demain donc, et nous avons profité de cette Assemblée générale pour faire d'une pierre deux coups, cette fois-ci, et donc d'être co-organisateur également avec d'autres, mais je les citerai, sur cette journée de vendredi. D'ailleurs, le thème de notre AG demain, il est au cœur de cette journée d'aujourd'hui, puisque c'est la commune comme point de départ de l'organisation territoriale. Alors aujourd'hui, on voit avec la présence donc de nombreux maires, parce qu'il y a beaucoup sont là, portés dans votre engagement au service du monde rural, eh bien, on peut considérer que c'est une force inédite par son état d'esprit. Alors, si demain, enfin, c'est aux dernières nouvelles, je ne sais pas où c'en est, parce qu'on attend tous les jours, vous savez, la fumée blanche. Si demain, le premier ou la première ministre est un urbain ou une urbaine, bah, c'est pas grave. Hein. Non. Soyons dans le dialogue. On l'a dit, il ne faut pas confronter l'urbain et le rural. De ces contrastes, il faut en faire une force pour relancer notre pays et lui offrir autre chose, parce que ça, c'est sûr, il faut lui offrir autre chose que la dépendance au bocal parisien. Et je dis quelquefois, il ne change même pas l'eau. Nous avons en nous et chez nous les outils nécessaires pour cela. Donc partageons notre enthousiasme et notre vision avec le plus grand nombre. Voilà, franchissons ensemble ces étapes et pour conclure, le plus important arrive. Vous savez ce que c'est que le plus important en ruralité? C'est le repas. Que je vais à l'apéro également. Ah ben ça, je ne sais pas si c'est prévu. Hein. Que je vous invite donc à partager. Et comme par hasard, tout ce que l'on va déguster vient des campagnes. Y compris les jeunes de la MFR qui sont mobilisés pour ce déjeuner. Je les félicite par avance. Voilà. Les voilà. Alors. Attends, je termine. Ah ben, sacré tonnerre. Avec leur responsable. Je ne suis pas tout seul qui dit. Non, mais si je comprends bien, on a un jeune par personne là. Hein, à peu près. Hein. Donc, on peut dire que, pour conclure, que nous avons et la jeunesse et nous allons avoir l'alimentation. Donc maintenant, eh bien, rien ne nous empêche d'avancer ensemble. Voilà, je vous remercie. Merci Michel, on peut applaudir Michel. On va demander à Pierre Millet, qui est près de moi, qui a le micro, qui est le directeur régional des maisons familiales d'Auvergne-Rhône-Alpes, de nous présenter cette opération, ce repas qui a été préparé spécifiquement, il va le dire, par 5 maisons familiales rurales, dans des registres différents, mais qui a même mobilisé plus de monde. Merci Pierre, merci de nous présenter l'opération. Oui, ben surtout merci de nous accueillir et puis de nous avoir permis de vous accompagner. Donc, vous avez devant vous effectivement des jeunes apprentis, des jeunes en formation adulte, des jeunes en formation initiale, donc qui viennent de 5 maisons familiales et qui vous ont préparé chacun leur partie. Donc, ils sont là aussi pour le service. Donc, vous avez la maison familiale de Bulle-et-Baronnie qui vous a accueilli dès ce matin pour le café et qui vous a servi les viennoiseries, qui est donc spécialisée dans les métiers de bouche. Vous avez la maison familiale de Saint-Étienne qui va vous accueillir et vous les trouverez plutôt vers l'extérieur puisqu'il y a des préparations chaudes qui ont été faites à partir de produits locaux et tout est frais et tout est maison. Donc déjà, voilà, les jeunes de Saint-Étienne et les adultes de Saint-Étienne. Ensuite, on a la maison familiale de Ballan qui a préparé tout ce qui est le salé. Alors, les jeunes ne sont pas là parce que... Ah si, oui, pardon, excuse-moi, Tony. C'est vrai, on a un jeune moniteur. Donc, avec nous aussi de la maison familiale donc de Ballan, la maison familiale du Fontanil qui vous a préparé tout ce qui est sucré.
Donc vous aurez les desserts préparés par les jeunes apprentis de la maison familiale du Fontanil. Et j'ai oublié la maison familiale de la Balme de Silingy, qui est venue avec les spécialités savoyardes, bien sûr, les fromages que vous pourrez déguster. Voilà. Donc tous ces jeunes se sont mobilisés. Et le buffet vous attend. Et si vous avez besoin de détails, donc on a essayé de valoriser aussi des producteurs locaux. Donc vous aurez des informations sur les produits que vous trouverez sur les tables. Et sur des viticulteurs locaux aussi. Oui, on en a un avec nous. Donc vous dégusterez, vous verrez quelques qualités de vin qui proviennent du Beaujolais et pour lequel un petit clin d'œil, puisque c'est notre ancien président de maison familiale, de l'Union nationale des maisons familiales, qui a fourni le vin. Et je pense que vous allez vous régaler. Voilà, bon appétit à tous. Bon appétit et on se retrouve à 14h précise.